Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des livres. Invité de Pont-Neuf, David Aziza, pour un livre qui s'appelle Le procès de la chair et qui paraît aux éditions Grasset. David Aziza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes normalien, vous êtes docteur en littérature française à l'Université de Columbia à New York. Vous aviez fait un livre précédent sur le Cantique des Cantiques. Diriez-vous que celui-ci se situe dans le prolongement ou est-ce qu'il est à l'opposé ? Il est certainement pas à l'opposé de mon premier livre, et c'est vrai que certains thèmes qui m'intéressaient à l'époque, ou qui même me fascinaient, n'ont pas cessé d'exercer cette fascination sur moi au fil des années. Il y a même certaines questions liées, disons, au puritanisme dans le procès de la chair que j'avais déjà évoquées, que j'avais déjà effleurées dans Talisman sur ton cœur. Et inversement, il y a dans le procès de la chair toute une dimension de réflexion sur la théologie et sur le mythe qui doit beaucoup à mon amour pour le Cantique des Cantiques. Et qui était esquissé dans Talisman sur ton cœur. Alors, on va en parler parce que on va parler du cœur du livre. Mais d'abord, il faut que je précise que vous vivez aujourd'hui aux États-Unis et vous écrivez « C'était un pays qui me parlait à travers les notes d'Ennio Morricone et la voix de Rita Hayworth chantant « Put the blame on me ». Vous êtes un déçu de l'Amérique d'aujourd'hui ? Il y a plusieurs questions dans votre question. Est-ce que je suis un déçu de l'Amérique ? Non, parce que cette Amérique dont je parle, elle existe, dans la phrase que vous citez, elle existe toujours. Elle existe au moins dans ses vestiges immortels que sont son cinéma, sa musique, sa littérature, et voir son architecture, et voir parfois certains vestiges humains, parce qu'il y a encore des survivants. Je pourrais citer d'ailleurs aussi la beauté des paysages. Enfin, je veux dire, l'Amérique, elle est là, et toujours là. Cette Amérique-là vivra à jamais. Maintenant, l'Amérique d'aujourd'hui me déplaît. Je ne suis pas un déçu, parce que je n'en attendais rien. Moi, j'aurais aimé que l'Amérique reste telle qu'elle était ou telle que je la rêvais à ce moment-là. Donc déçu, c'est pas le mot, mais elle me déplaît fortement, cette Amérique présente, qui me donne le choix, en fait, entre une espèce de rapport complètement aseptisé au monde, aux choses, à la vie, à l'amour, etc., ou la sauvagerie brute des types qui tirent sur des enfants dans les écoles, quoi. Donc entre les deux, je n'ai pas envie de choisir, quoi. Et alors, dans l'Amérique, il y a aussi le judaïsme américain que vous avez découvert là-bas. Et vous dites, j'attendais beaucoup du judaïsme américain que je savais par mes lectures théologiquement inventifs et aussi vivants que divers. La synagogue française me semblait à côté toute provinciale. Alors là-dessus, vous ne regrettez pas le détour Disons que de tout ce que je peux côtoyer dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est ce qui ressemble le plus à mes attentes d'il y a une dizaine d'années, et qui ressemble le plus à ce qu'a pu être l'Amérique au cours du siècle dernier. Maintenant, même là, j'ai des déceptions. Je veux dire, il y a tout un pan de la communauté juive américaine qui est gagné par ce qu'on appelle vulgairement le politiquement correct. On va peut-être en reparler. Enfin, absolument. Moi, j'ai assisté d'ailleurs dans certaines synagogues à des scènes absolument hallucinantes. Voilà. Bon. Et par ailleurs, là encore, c'est un pays d'extrême, hein, on le voit en Israël d'ailleurs, les discours les plus extrémistes, les plus racistes, etc., qui peuvent se tenir au sein du peuple juif aujourd'hui, c'est une chose qu'on mesure mal quand on est en France, mais c'est souvent des juifs américains.
Alors c'est l'autre versant du judaïsme américain, c'est l'extrême inverse. Je vous signale que Meir Kahana était américain, Baruch Goldstein était américain, et des gens qui professent ce type d'opinion, il y en a encore aux États-Unis, et ou en Israël, mais c'est des Américains souvent. Donc là encore, cette espèce de polarité typiquement américaine, en fait, extrémiste, où en fait il ne nous est donné d'autre choix que des extrêmes, je la retrouve au sein de la communauté juive, avec d'ailleurs cette... Enfin, c'est vraiment... Là, je peux dire qu'il y a une forme de déception, parce que j'ai mis longtemps à... Une chose que j'ai mis longtemps à comprendre, en fait, que certains... comment dirais-je, que des gens qui peuvent se réclamer de Heschel ou de Soloveitchik ou de tout ce qui a fait la grandeur du judaïsme américain au siècle dernier, pour le côté religieux par exemple, j'ai donné 2 exemples de rabbins, sont très très loin de l'intensité de pensée et de combat aussi, militants, je pense notamment au pseudo-Heschel d'aujourd'hui, qui ont remplacé le combat des droits civiques par le combat pour les enfants transgenres, hein. En gros, j'en parle dans mon livre. Alors cette polarité est très visible dans votre livre, et c'est ce que vous dénoncez. Vous dites d'ailleurs, c'est un beau raccourci de cette polarité-là. Un étudiant américain peut ignorer jusqu'au nom de Kafka et de Wells, mais il aura certainement lu Fanon et peut-être vu La bataille d'Alger plusieurs fois. Alors, on va revenir... Et c'est très bien, La bataille d'Alger, hein. C'est un très bon film au demeurant. C'est un peu dommage simplement de projeter ce film 4 fois par an dans les universités sans leur expliquer à ces chers étudiants que Charlie Chaplin a existé et qu'Orson Welles a existé. Juste une dernière chose sur les Juifs américains, parce qu'il n'y a pas que le côté religieux. Il y a une certaine américanisation des Juifs américains, y compris dans des cercles pas forcément religieux, qui fait partie de cette légère déception que je peux avoir parfois aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait partie de l'intégration. Cette américanisation, elle a toujours existé. Elle fait partie, effectivement, pas de la même manière. l'ADN du Philippe Roth en parle, américain, par exemple. oui. Mais ce que Philippe Roth avait décelé, c'est très fort, par exemple, dans Goodbye Columbus ou dans Pastoral américaine, le devenir WASP du juif américain. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, par exemple, en termes de vote, c'était des gens qui allaient plutôt voter républicain à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque où le Parti républicain était moins fou qu'aujourd'hui, hein, c'était pas un parti de théocrates fanatiques. Je parle du Parti républicain de Nixon, quoi. Hein, aujourd'hui, ces gens-là ils vont voter à gauche, ils vont voter démocrate, et leur américanisation passe en fait par le politiquement correct. Et par beaucoup de choses qu'on ne considérerait pas forcément comme politiques en France, mais qui sont des marqueurs politiques là-bas, l'obsession du Covid, le véganisme, le gluten-free, etc. Et tout ça, cette espèce d'hygiénisme, gagne la communauté juive américaine dans ces différentes strates. Et donc ça, j'en reviens un petit peu déçu. Mais pardon, un tout dernier petit mot, il y a une force extraordinaire dans le judaïsme américain, et je vois pas pourquoi ça disparaîtrait aujourd'hui, c'est les institutions, notamment éducatives. À New York, il y a 2 universités de premier plan qui sont juives. Yeshiva University et le JTS. JTS ayant, je pense, la plus grande bibliothèque de judaïka au monde après la Bodleian en Angleterre. En fait, ça fait que... je parle même pas des lycées de qualité qui envoient leurs élèves dans les meilleures universités du pays, lycées juifs. Ça reste. Et ça fait que même s'il y a un abêtissement ou Vous dénoncez déjà dans le temps Hannah Arendt, il n'y a plus cet abêtissement pour vous ? Si, bien sûr, c'est plus que jamais, et au-delà des juifs. Heureusement d'ailleurs que c'est pas propre aux juifs. Mais justement, ce que je dis, c'est que malgré tout, le judaïsme américain, au sens large du mot judaïsme, peut tout à fait s'en sortir grâce à la puissance de ces institutions, notamment éducatives, recherche, etc. Pareil pour les États-Unis. C'est-à-dire que les universités américaines, c'est quand même pas rien. Donc il y a des problèmes. Ça, c'est clair, mais, et on vous suit là-dessus sans problème. Maintenant, le cœur, j'en viens au cœur du livre, parce qu'en fait, vous avez
de décider de dénoncer dans ce livre l'inquisition puritaine et, ajoutez-vous, chrétienne. Vous placez d'ailleurs le judaïsme du côté de la chair et vous renvoyez le christianisme du côté de la lettre et du rite. Est-ce que vous ne forcez pas le trait ? Alors, je dis... oui, peut-être, mais je le dis pas exactement comme ça. Judaïsme du côté de la chair, oui. C'est-à-dire, d'ailleurs, aussi du côté d'une certaine forme de violence. Parce que la chair, c'est aussi la violence. Il y a une violence inhérente à la chair. Et donc, la chair, c'est le meilleur et le pire. Voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Et d'ailleurs, je dis que moi, je suis contre l'histoire lacrymale du peuple juif. De ce point de vue-là, je suis entre guillemets un disciple de Salo-Baron. Enfin, j'en ai marre qu'on me parle tout le temps des souffrances du peuple juif, etc., etc. J'ai une vision beaucoup plus positive de l'histoire du peuple juif qui enveloppe aussi, malheureusement, la violence dont les juifs sont capables. Et avoir un rapport charnel à sa judéité, à ma judéité, c'est savoir ça, c'est savoir que j'ai aussi ça en moi quelque part. Je parle de ça dans mon livre à un moment, notamment, je veux dire, comme être humain, mais aussi comme juif. Je donne un exemple terrible et particulièrement scabreux. Il y a eu 2 épisodes coup sur coup de viols en réunion en Israël, de gang rape il y a quelques années. Dans un épisode particulièrement douloureux pour la conscience juive, puisque les types qui ont fait ça ont été libérés. C'est passé en Chypre, je crois. Ils ont été libérés, ont été renvoyés en Israël grâce à un vice de forme. Oui, j'ai vu ça. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion parce que ça m'a peut-être échappé, mais si vous le dites, c'est que ça doit être vrai, mais enfin, j'ai presque envie de vous demander, est-ce que vous êtes sûr des faits que vous rapportez ? Ah, oui, c'était dans toute la... Et d'ailleurs, le 2e cas a suscité l'effroi de toute la classe politique israélienne, y compris Netanyahou qui était Premier ministre à l'époque. Le 2e cas, c'était à Eilat, si je ne m'abuse. Et le premier cas, alors ça a aussi suscité l'effroi de tous les gens de bonne volonté, mais ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport en héros. Et moi, ça fait partie des choses qui m'interrogent en tant que juif. Mais précisément parce que ce qu'on appelle Ahavat Israël, pour moi, ça inclut, qui aime bien châtie bien en fait, ça inclut, et qui s'aime bien se châtie bien, ça inclut aussi le fait, c'est-à-dire que si on est, comment dirais-je, l'appartenance au peuple juif est une appartenance charnelle. Donc, il y a ça aussi, il faut savoir faire un sort à ça. Et d'ailleurs, l'un des récits fondateurs du peuple juif, puisque c'est celui qui justifie dans le Tanakh l'instauration de la royauté, c'est le viol de la concubine du Lévite d'Éphraïm à la fin du livre des Juges. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a voulu nous raconter cette histoire et la situer comme ça. Alors, malheureusement, les Juifs aujourd'hui lisent pas toujours autant la Bible qu'ils le devraient, mais la situer au centre du récit biblique. Le livre des Juges, normalement, est un livre particulièrement dur vous lui donnez c'est souvent soutenable. Vous lui donnez une place, à mon avis, qui est imméritée. Mais enfin, revenons à. Mais sur le christianisme, je vous réponds. Je dirais pas ça exactement comme ça. Je dirais que le judaïsme, pour moi, forme un continuum avec les paganismes antiques. Et que la rupture s'opère non pas... À certains égards, la rupture s'opère au Sinaï, mais pas pour les raisons qu'on dit le plus souvent. La vraie rupture, et là-dessus je suis un certain nombre d'auteurs que je cite, des juifs ou des non-juifs, un non-juif comme Michelet, voire Nietzsche, à certains égards, ou un juif comme Norman Mailer, un très très beau texte, peu connu, qui s'appelle Prisoner of Sex, qui m'a beaucoup marqué et que je cite dans le procès de la chair. La vraie rupture, c'est... Norman Mailer dit, c'est le moment où Jésus, en fait ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est symbolique, dit celui qui vient à moi et qui ne déteste pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs, etc., ne peut être dit mon disciple. La vraie rupture, c'est quand, au nom d'un rapport au divin qui est en fait plus abstrait, on va rayer les liens organiques, les liens charnels,
En disant vous n'êtes plus ma famille, voilà, en la vraie reniant famille, un peu les siens. la vraie D'accord. famille est au ciel. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est un point. Je m'excuse de revenir sur la Bible tout à l'heure, mais pas sur les juges, mais sur les rois, les rois 1. Et je voudrais vous chicaner sur une chose. Le jugement de Salomon auquel vous vous référez en disant qu'il s'agit de 2 prostituées. Mais nulle part il n'est dit que ce sont 2 prostituées. Je ne sais pas où vous avez inventé cela. Il s'agit de 2 femmes qui sollicitent un jugement de Salomon. Où avez-vous vu que c'était des prostituées ? Il me semble que j'ai toujours eu le sentiment que c'était des femmes de mauvaise vie, comme on disait jadis, notamment par le fait qu'elles sont présentées comme célibataires avec des enfants et qu'elles vivent ensemble. Je pense que ça indique, mais d'ailleurs c'est souvent comme ça que ce récit est rapporté, ça indique un mode de vie qui ne correspond pas au régime familial en place 900 ans avant notre ère, à mon avis. Je Alors, ne sais sauf pas. si Oui, elles sont veuves. Oui, mais d'ailleurs, oui, ça n'exclut pas la prostitution. Oui. Ça ne l'exclut pas, mais ça n'est pas dit explicitement. Donc, je l'ai toujours lu. Je l'ai toujours lu comme ça. J'ai toujours lu comme ça. De même, il y a autre chose. On y viendra tout à l'heure. La Bible, dites-vous, présente les premières générations de l'humanité comme végétariennes. Là aussi, où est-ce que vous avez... Alors ça, est-ce qu'on peut vous demander vos références ? Alors ça, pour le coup, c'est une chose qu'on dit souvent, dont j'ai conscience qu'elle est fausse, en fait. C'est une chose qu'on dit qui est plutôt de l'ordre du Midrash, parce que Dieu donne officiellement aux hommes toute herbe bonne à manger, etc. C'est dans la Genèse. Oui. En attendant, Abel est berger, donc il est assez clair que... Et il y a d'ailleurs des midrashim sur le fait qu'on mangeait de la viande, y compris, je crois, avoir lu ça quelque part, au Gan Eden, etc. Donc, la vérité, c'est que... Et que Abraham, quand il reçoit les hôtes, il demande qu'on leur apporte une brebis. Mais ça, c'est après Noé, de toutes les manières. C'est après Noé. Ah non, oui, parce que non, vous situez les choses avant. Ah oui, Noé, non, oui. Ce qu'on dit, ce que l'on dit généralement sur le végétarisme dans la Bible, qui à mon avis est factuellement inexact. De toute façon, on ne parle pas de faits historiques, là, on parle de ce que raconte la Bible, mais qui même dans l'économie du texte biblique n'est pas forcément exact, c'est qu'il y a un végétarisme d'Adam jusqu'à Noé. Il est évident qu'à partir de Noé, il n'y a plus de végétarisme. Mais dans ma démonstration, ça m'intéressait d'utiliser cette lecture, on va dire, un peu, peut-être un peu forcée du texte biblique, des premiers chapitres de la Genèse, enfin vraiment des tout premiers chapitres de la Genèse, jusqu'à Noé, non inclus du coup, qui est une lecture habituelle. Ça m'intéressait parce que j'ai un rapport au végétarisme qui est ambivalent, en fait. C'est-à-dire que je vois la consommation de viande comme une nécessité, mais plus une nécessité psychologique et métaphysique qu'une nécessité biologique. Je suis quasiment sûr, il faudrait demander à un spécialiste pour le coup, un médecin, mais je suis quasiment sûr qu'on peut se passer de viande, mais que la raison pour laquelle on mange de la viande et la raison pour laquelle Dieu, dans la Bible, donne explicitement à Noé la permission de manger de la viande est liée à la violence que constitue cet acte et que c'est une concession faite aux instincts bestiaux et carnassiers, cruels de l'être humain, qui n'avait pas lieu d'être du temps de Adam, Caïn, Abel, etc. Alors je vous pose la question parce que il y a toutes sortes de questions évoquées dans le livre. La question de savoir si l'animal a une âme, au point que Romain Gary est très présent dans les citations, et si j'ai bien compris, c'est surtout le Gary des racines du ciel qui vous attire, la défense des éléphants. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous la tentation de l'antispécisme, droit des animaux et tout le reste? Il y a cette tentation chez vous? Non, parce que j'imagine qu'un antispéciste considérerait que je suis spéciste, c'est-à-dire que je distingue entre les espèces et aussi entre la valeur respective des espèces. Maintenant,
c'est une question complexe. Ça veut dire quoi, les animaux? Est-ce qu'un chimpanzé, est-ce qu'on a le droit, moralement, de dire, parce qu'on a été éduqué ainsi et que ça fait plaisir à notre petite conscience, qu'un chimpanzé, c'est la même chose qu'une fourmi? Je pense que c'est faux. C'est scientifiquement faux, d'abord. Et n'importe quel savant rirait au nez de la personne qui soutient ça. Et puis c'est donc c'est faux, donc il faut pas le dire. Et en plus, ça a des implications éthiques importantes. Alors, on va pas avoir le temps d'aller très loin là-dessus, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. Il y a quand même une défense et illustration de la Sherita sous votre plume, oui, et vous dites d'ailleurs, je retrouve le passage, vous dites ceci: lorsque les prescriptions rituelles sont minutieusement suivies, la Sherita s'avère en fait aussi peu cruelle, voire moins cruelle que d'autres modes d'abattage. Mmh. Oui, c'est avéré. On vit une époque un peu triste, où, notamment en France pour le coup, parce que je critique les États-Unis, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la France, où des gens qui n'ont aucune expertise dans rien pensent pouvoir avoir un avis sur tout. Et notamment sur la Sherita, où les gens qui ne connaissent rien vous expliquent qu'ils savent que ça fait souffrir l'animal, etc. etc. Il y a des experts sur la Sherita. Notamment une femme que je cite, Temple Grandin, qui est une véritable experte, qui a assisté à... Alors, elle a dit qu'il y avait beaucoup à améliorer, non pas dans les lois halachiques de la Sherita, mais dans la manière dont, de temps en temps, elle est pratiquée dans des abattoirs à grande échelle. Mais... Alors, on ne pourra pas aller plus loin parce que je voudrais quand même quelques questions du questionnaire Pont-Neuf, qui est notre questionnaire traditionnel dans cette émission. David Aziza, êtes-vous Tolstoï ou Dostoïevski? Vous n'avez pas le temps d'élaborer. Joker, je suis les deux. Vous êtes les deux. Tolstoï. Soutine ou Modigliani? Soutine. Rachi ou Maïmonide? Maïmonide. Saul Bellow ou Philippe Roth? Roth. Twitter ou Facebook? Facebook, j'ai pas Twitter. Vous n'avez pas Twitter. Merci David Aziza. On n'a pas le temps de parler de... Ça aurait été passionnant, Modigliani, mais vous reviendrez un jour aussi. sur MeToo. Comment? Modigliani peut-être aussi. Il est méchant, votre questionnaire Pont-Neuf, là. On va l'améliorer. Et la prochaine fois, on parlera parce que on n'a pas parlé de tout l'aspect MeToo, qui est une analyse très pertinente et assez profonde. Vous reviendrez pour en parler. Le procès de la chair et c'est contre les nouveaux puritains. C'est paru aux éditions Grasset. David Aziza, merci.